Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très riche qui aujourd'hui va traiter de séries TV, de cinéma. J'avais envie de faire un petit bilan avec vous sur tout ce que j'avais vu ces derniers mois, en vous montrant un peu mes coups de cœur et puis mes coups de gueule. Et puis je ne pouvais pas passer à côté bien sûr de l'événement de la rentrée, vous en avez entendu bien sûr parler, des séries TV, Ring of Power sur l'univers de Tolkien et House of Dragon, l'univers de R.R. Martin du Trône de Fer. Donc vous voyez, il y a plein de choses à vous présenter. Et puis bien sûr, je peux et je vais lier ces séries et ces films avec des livres que je peux vous présenter qui feront vraiment un plus pour votre visionnage. Donc voilà, on commence tout de suite, bien sûr, avec les deux séries du moment. Eh bien, tout est là pour les opposer, mais il ne faut pas les opposer puisque elles sont dans deux styles un peu différents. Bien sûr, c'est de la fantasy, on est d'accord, mais le Feu et Sang de George R. R. Martin, dont est adapté House of Dragon, c'est quand même de la dark fantasy, alors que notre ami Tolkien, le Silmarillion, c'est quand même beaucoup plus de la fantasy et du merveilleux, voilà quelque chose de différents, des styles différents. Vous l'avez bien sûr remarqué, quand vous regardez Le Seigneur des Anneaux, vous n'avez pas la même impression que quand vous regardez Le Trône de Fer, qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus mature, beaucoup plus sexuel. Donc voilà, c'est un Moyen-Âge dur que nous présente R.R. Martin, et c'est plus merveilleux ce que nous présente J.R. Tolkien, plus enfantin, puisqu'au départ, Le Hobbit est quand même sorti dans un livre pour enfants, et Le Seigneur des Anneaux un petit peu au début, entre les deux. Donc, on va parler de tout ça. On commence par quoi? Ring of Power. Allez, c'est parti. Ring of Power, c'est Amazon qui a acheté les droits des appendices des livres de Tolkien. Donc, le Silmarillion, ils n'ont pas les droits, mais ils ont le droit des appendices, des annexes. Et dans ces annexes, ils ont choisi d'adapter la partie qui traite des anneaux de pouvoir, la création par Sauron de ces anneaux, dont l'anneau unique maléfique, qui vont amener à la ruine des seigneurs humains, voilà, qui vont les réduire à l'état de Nazgûl, de cavaliers noirs au service du mal. Donc toute l'histoire de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, qui part de là. Alors bien sûr, cette histoire, elle se passe au second âge. Le Seigneur des Anneaux, c'est au troisième âge de l'histoire, de la mythologie de Tolkien. Si vous voulez vous plonger dans la mythologie de Tolkien, rien de mieux que le Silmarillion qui raconte toute l'histoire des trois âges en partant de la création d'Arda, de Tolkien, de la mythologie complètement inventée, bien sûr influencée par les mythologies qu'il connaissait, parce que Tolkien était un féru de mythologie. Il s'est inspiré des mythologies nordiques, il s'est inspiré d'un peu toutes les mythologies pour créer sa propre mythologie, son propre monde avec ses divinités, ces dieux qui descendent sur Terre, modeler, voilà, se mêler, ces races qui ont été créées. Et parmi eux, il y a, on va dire entre guillemets, Melkor, le dieu du mal, le dieu qui vire mauvais, et qui du coup va devenir un personnage qui s'appelle Morgoth, qui est vraiment le noir ennemi, le grand méchant de toute cette histoire. Et du coup, Morgoth, Melkor va amener le mal sur cette planète et du coup eh bien, un de ses lieutenants n'est autre que Sauron. Voilà, Sauron c'est né qu'un lieutenant de Melkor et donc du coup le Sauron qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux et qui a forgé ses anneaux de pouvoir avec l'aide des nains et des elfes. Voilà, il les a dupés et heureusement bien, les elfes s'en sont un petit peu aperçus, ce qui a permis de sauvegarder certains anneaux, en particulier ceux que portent Gandalf, Elrond ou Galadriel, que vous avez vu dans Le Seigneur des Anneaux. Galadriel et Elrond, personnages que l'on va retrouver dans Ring of Power, qui traite donc de cette partie du deuxième âge avec les Numénorins et leur histoire de leur île, qui est un petit peu comme l'Atlantide, et puis aussi cette alliance des humains et des elfes qui arrivera à la Grande Alliance pour essayer de battre Sauron. Donc on va retrouver dans Ring of Power des personnages hyper importants comme Elendil, voilà, il y a plein de choses
dont on va traiter, le grand roi des elfes, Gilles Galad. Donc il y a vraiment tous ces noms que vous aviez entendus dans le Seigneur des Anneaux, eh bien, vont résonner quand vous avez regardé Ring of Power. Et donc du coup, dans le Silmarillion, vous avez à la fin du livre les anneaux de pouvoir et le troisième âge dans cette très belle édition illustrée par Ted Nasmith où vous avez voilà, les anneaux de pouvoir et le troisième âge et vous remarquerez que c'est assez fidèle et on voit comment Sauron essaye de duper les humains. Donc Sauron, on va sûrement le voir dans cette série Ring of Power dont 2 épisodes sont sortis pour l'instant. Alors bien sûr, loin de moi l'idée de crier au loup avec tous ceux qui se sont attaqués, les haters, à la série, les trolls, il n'y en a pas que dans le Seigneur des Anneaux. Du coup, moi franchement, après avoir vu 2 épisodes, j'ai trouvé que franchement, J.D. Payne et Patrick McKay, ils avaient fait un gros boulot parce que ils sont à la tête d'une série monumentale dont les attentes sont démesurées, des hordes de fans qui sont prêts à critiquer le moindre écart avec l'histoire canonique. Ils ont une série dont l'écrin en tout cas est splendide, les décors sont absolument fabuleux, ils ont été tournés en Nouvelle-Zélande bien sûr, c'est la Terre du Milieu, ils ont une réalisation où on voit chaque centime à l'écran, ils ont été chercher John Howe pour faire le dessinateur qui a créé avec Alan Lee tout l'univers graphique du Seigneur des Anneaux, donc une référence, et ça se voit parce que c'est magnifique, les décors, les scènes sont très belles, sont très bien étudiées. La musique, Howard Shore fait le thème du générique. Alors le générique en lui-même n'est pas très réussi, mais le thème est très beau. Et surtout, Bear McCreary, le compositeur de Outlander ou Battlestar Galactica, qui fait une partition absolument exceptionnelle. Je vous recommande vraiment, je vous enjoins d'aller écouter cette musique sur les plateformes ou de l'acheter parce qu'elle est splendide, la musique de Bear McCreary sur la Terre du Milieu, donc un grand compositeur. Pour avoir vu 2 épisodes, c'est vraiment très beau, hein, c'est ce véritable film qu'on a à l'écran. L'introduction rappelle énormément l'introduction du Seigneur des Anneaux, où on a un rapide historique sur la Terre du Milieu, de ce qui s'est passé avant l'attaque de Morgoth sur les grands arbres qui illuminent les Valar. Et du coup, on se retrouve assez rapidement avec Galadriel, une Galadriel jeune et combative qui se bat pour essayer de retrouver le lieutenant de Morgoth, Sauron, et qui ont tué son frère dans des grandes batailles. Il y a une grande bataille très belle, très bien filmée en introduction. On voit vraiment les moyens et la qualité des costumes et des décors. Voilà, après, on retrouve très vite Elrond aussi, qui est assez jeune. Et en fait, on retrouve ces personnages qui ont donc évidemment des acteurs différents. Le bémol vient peut-être sur le casting. Qui pour moi, voilà, je n'ai pas trouvé extraordinaire les acteurs et les actrices qui ont été choisis. Effectivement, il faut s'y faire, il faut aussi les connaître. Mais voilà, le casting m'a pas paru extraordinaire. Je ne me suis pas attaché tout de suite à ces personnages. Et donc, il y a aussi un sentiment d'éparpillement au début du scénario, puisque on est très vite amené dans des scènes à passer d'un univers à l'autre, puisqu'on va voir les nains, les pieds velus, qui sont des hobbits, les elfes, et donc du coup, en passant assez vite chez les humains aussi, des scènes qui du coup manquent de liant, puisque voilà, l'histoire, on a besoin, quand on s'immerge dans une histoire au début, à s'attacher à un personnage et découvrir petit à petit le monde. Là, on est projeté à gauche, à droite, dans l'univers de la carte du Seigneur des Anneaux, qui est pas mal fait d'ailleurs. On voit la carte à chaque fois, il nous montre à quel endroit on se trouve.
Et donc je pense que ces personnages vont être amenés bien sûr à se retrouver, et là il y aura peut-être un peu plus de liens dans l'histoire. Là c'est vrai que pour l'instant c'est assez éclaté comme narration, mais franchement, qui peut juger d'une série au bout de 2 épisodes? Voilà, vous avez vu 2 épisodes de Battlestar Galactica ou de Lost ou de Breaking Bad, vous ne pouvez pas juger de la qualité de la série. La série est prévue sur 5 saisons, ce sont des épisodes d'1 heure, donc c'est très vaste, il y a énormément de choses à traiter, et on ne peut être qu'enthousiaste, à mon avis, hein, en voyant les moyens qui ont été assignés à cette série, la qualité de la série. Voilà, donc on ne peut être que ravi de voir le Seigneur des Anneaux et son univers décliné, voilà, à nouveau. Voilà, c'est un vrai bonheur. Donc ne gâchons pas notre plaisir et notre bonheur, et essayons de suivre voilà, cette histoire et voir comment elle va être racontée, en sachant que bien sûr les showrunners peuvent des fois s'améliorer ou trouver des solutions pour que ce soit plus... Mais moi franchement, j'ai eu énormément de plaisir à voir ce Ring of Power, et j'espère que le scénario, voilà, s'il suit bien ce que dit Tolkien, ça va marcher. Si vous voulez du coup vous plonger dans la Terre du Milieu, eh bien, il y a un magnifique livre qui est sorti chez Brajlon, Atlas de la Terre du Milieu. Karine Vin Fonstad c'était déjà un livre qui était sorti, cet Atlas, mais il a été refait dans un écrin splendide par Brajlon, dans un beau et grand, très grand livre de cet Atlas qui va faire les 3 âges de la Terre du Milieu, avec des résumés qui sont assez synthétiques, assez courts, sur la Terre du Milieu, et surtout vous allez voir des cartes, voilà, des cartes en couleur superbes sur Arda, et vous allez voir vraiment l'évolution des continents au fur et à mesure des âges, avec des cartes très très belles sur les événements qui ont lieu, des résumés. Donc c'est pas que des cartes, c'est aussi toute l'histoire de la Terre du Milieu, et tous les lieux, parce que Tolkien était fou de cartes, et il a vraiment dessiné tout son monde. Et donc là, il y a vraiment un travail extraordinaire pour mettre en carte tout ce qu'a fait Tolkien. Alors bien sûr, il pourrait y avoir des contestations, des choses, c'est ce que dit l'auteur, l'autrice très bien d'ailleurs, mais voilà, ne boudons pas notre plaisir dans ce livre qui résume très bien, et en particulier, si vous aimez Ring of Power, la venue des années sombres, avec, voilà, en l'an 1000 du deuxième âge, on parle de Gil-galad, dès la création des anneaux, avec Sauron, et donc du coup les cartes de cet âge-là, de toute cette histoire, avec les Numénoréens, qui sont partis donc de cette île de Numénor suite à un cataclysme, un peu comme l'Atlantide, et qui vont être amenés sur les rivages de la Terre du Milieu. Et donc toute l'histoire qu'on va suivre dans Ring of Power. Et donc après, il y a le 3e âge, avec de superbes cartes de la Terre du Milieu, et toutes les batailles, avec les mouvements de troupes. Franchement, il y a plein de choses, l'itinéraire mesuré avec les bivouacs et le nombre de miles parcourus de Sam et Frodon pendant leur périple, vous voyez, tout ce qu'ils ont fait. Voilà, aussi des cartes sur la végétation, sur les grands lieux du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Franchement, un livre magnifique, absolument, il y a plus de 100 cartes et plans en couleur à avoir si vous aimez la Terre du Milieu et l'univers de Tolkien. Vous allez comme ça voyager dans la Terre du Milieu, ça va être vraiment, vraiment très 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 bien. Ensuite, on va parler du coup, donc moi j'espère que la série va marcher, va cartonner. Il y a une petite chose qui me dérange peut-être, c'est parce que j'ai vu qu'ils allaient tourner la saison 2 non plus en Nouvelle-Zélande, mais à Londres je crois, donc ça c'est dommage, parce que la Nouvelle-Zélande c'est vraiment la Terre du Milieu, donc ça on espère que ce sera quand même toujours aussi beau. On va parler de Feu et Sang. Alors Feu et Sang, House of Dragon, là nous replongeons dans la fantaisie sombre et dark de George R. R. Martin. C'est aussi un préquel, donc là nous avons 2 préquels, et ce qui est intéressant c'est que du coup les 2 préquels se situent pas au début de l'histoire finalement.
mais un petit peu avant, voilà, là nous avions une histoire au deuxième âge, dans le Seigneur des Anneaux, là, le Ring of Power, et là nous allons avoir l'histoire de la famille des Targaryens, mais pas au début de l'histoire de la famille de Targaryen, et la chute de Valyria, et quand ils ont eu le cataclysme qui les a chassés de leur terre avec toutes les familles de dragons, et ils ont été la seule famille à pouvoir s'échapper pour Père Dragon, et bien du coup, on se retrouve un petit peu à la moitié de ce livre dont est adaptée la série, donc là au moins il y a le matériau clair et net, le Feu et Sang, l'intégrale de George R. R. Martin, les origines du trône de fer de la famille des Targaryens. C'est cette famille qui arrive à communiquer, à dresser des dragons. Et donc du coup, l'histoire de House of Dragon, elle démarre, vous voyez, à la moitié de la partie 2 du livre de George R. R. Martin, avec l'ascension sur le trône de Viserys. Viserys, du coup, et toute cette histoire qui va amener à la chute de la maison Targaryen, voilà, bien avant le renouveau avec Daenerys et le trône de fer. Donc cette famille toute puissante qui arrive de Valyria et qui va conquérir Westeros et les 7 couronnes. Et donc cette conquête, donc là, dans ce livre intégral, donc vous avez toute l'histoire depuis le début de la famille Targaryen, très documentée, très écrite, avec des belles illustrations riches et nombreuses chez Pygmalion. Franchement, un très beau livre. Donc là, c'est essentiel pour ceux qui veulent lire l'histoire de Feu et Sang. Et c'est très, pour avoir relu un petit peu là les premiers épisodes, on est vraiment très fidèle à l'histoire. Donc si vous voulez pas vous spoiler, ben, vous lisez petit à petit, voilà. Et donc du coup, on retrouve vraiment les mêmes scènes. Et donc George R. R. Martin, il avait fait aussi ce magnifique livre chez Huggin Menin, Game of Thrones, le trône de fer, les origines de la saga, avec le symbole de la famille Targaryen, les dragons en première. Un livre illustré absolument splendide, avec toute l'histoire du trône de fer. Et bien sûr, on commence à parler de ces Targaryens qui sont partout, et en particulier de Aegon le Conquérant. Aegon le Conquérant, c'est lui qui a été le premier à faire la conquête. Et du coup, toute l'histoire du trône de fer, vous voyez, c'est beau, toute l'histoire du trône de fer, eh bien, part de ce Aegon Ier, dit le Conquérant. Et donc après, la chronologie du trône de fer, c'est après la conquête. Donc en l'an 100 après la conquête, en l'an moins 100 avant la conquête. Donc voilà. Et donc c'est un événement fondateur de Westeros. Et donc du coup, on va suivre là aussi dans ce livre illustré. Alors c'est moins précis et moins détaillé que dans le livre Feu et Sang, mais l'histoire de sa famille des Targaryens. Et donc comme je vous le disais, Feu et Sang ne démarre pas au début avec toute cette famille et Aegon, et la conquête, ça aurait été d'ailleurs très intéressant, mais non. On démarre à la fin du règne de Jaehaerys Ier, qui fait un grand conseil parce qu'il n'a pas d'héritier mâle. Du coup, Viserys est nommé premier, est nommé roi du trône de fer. Et donc du coup, Viserys, ça va être le premier, et c'est le premier dont que l'on va suivre dans House of Dragon, et dont le règne va amorcer la chute de la maison Targaryen, avec son frère Daemon, qui est joué par Matt Smith dans la série. Donc vous voyez, c'est sur cette image, on voit avec ses manteaux d'or, Daemon, et puis donc toute cette histoire qui va amener à la chute de la maison Targaryen. Et du coup, dans ce livre, vous avez bien sûr aussi toute l'histoire du trône de fer, toutes les familles. Franchement, il est superbement illustré. C'est un must-have si vous aimez le trône de fer. Et donc la série House of Dragon,
C'est Ryan Condal qui est showrunner. Donc on a Viserys qui est le roi, on a Matt Smith qui joue Daemon Targaryen, qui est une sorte de Jaime Lannister de l'époque, qui est absolument ingérable, sombre, cruel, terrible. Et donc du coup, la main du roi, Otto Hightower, qui est joué par Ralph Ifans, va tout faire pour écarter Daemon Targaryen et écarter de son frère, et du coup l'exiler, et c'est là que les ennuis vont commencer. Donc toujours des histoires de trône et d'alliance. George R. R. Martin a été très influencé par les rois maudits, l'histoire de France, et donc on est toujours vraiment en terrain connu puisqu'on se retrouve à Port-Réal dans les intrigues de cour, avec cette famille Targaryen au pouvoir, et cette jeune Rhaenyra Targaryen qui va être amenée à être l'héritière de Viserys pour le trône, et ça ne plaît pas à tout le monde, ça va être compliqué, surtout avec les manigances de la main du roi, et des personnages qui n'ont pas été choisis pour être à la succession, voilà, donc des personnages légendaires comme Corlys Velaryon, qui aurait pu avoir sa propre série, puisque c'est une sorte de Sinbad de l'univers de George R. R. Martin, qui se balade partout avec ses bateaux, qui a eu plein d'aventures. Donc voilà, c'est 200 ans avant le trône de fer. 10 épisodes sont prévus dans cette première saison, qui est déjà renouvelée pour une deuxième saison. Voilà, on est en terrain très connu, toujours des scènes assez crues de sexualité, toujours de la violence assez visuelle, voilà, les bassesses, les coups tordus des intrigues de cour. Après, je pense que ça va être très très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié ce départ. Les dragons, au niveau effets spéciaux, je m'attendais à mieux. Franchement, il y a eu quand même eu quelques années avec le Trône de Fer. Je pensais qu'au niveau qualité d'effets spéciaux, les dragons seraient encore plus beaux, encore mieux faits. Voilà, ça fait encore un peu. Voilà, on voit les effets spéciaux, on voit les images de synthèse, c'est un petit peu dommage. Et voilà, peut-être le budget n'est pas assez imposant. Mais en tout cas, voilà, c'est très prenant, c'est très solide, et je pense que ça va passionner tous les fans du Trône de Fer. Donc voilà, ces deux séries, on ne les oppose pas, elles sont toutes les deux très intéressantes. Elles vont bien sûr un peu écraser le reste de la production fantasy, donc on va avoir beaucoup de choses sur ces deux séries. Voilà, il faudra quand même arriver à parler d'autre chose que de ces deux séries. Et donc, du coup, au niveau des séries, vous avez aussi une série qui était à fort potentiel, dont on peut parler, c'est la série sur Sandman de Neil Gaiman, qui elle, c'est sur Netflix. Sandman, le premier volume de l'intégrale, c'est un chef-d'œuvre du comics. Neil Gaiman, il adore la mythologie, les dieux, et donc du coup, là, on va parler d'un être qui est un infini, qui s'occupe même au-dessus des dieux, qui s'occupe des rêves. Ses rêves, c'est Morphée. Et donc du coup, Morphée va être prisonnier par un rituel que font des sorciers un peu occultes là dans un rite. Ils voulaient, ce sorcier, attraper la mort, et ils vont attraper l'infini, du rêve, du sommeil. Et donc du coup ça va générer chez des gens des maladies du sommeil. Et donc pendant des années, Rêve va rester prisonnier. Et donc du coup, l'imaginaire de Neil Gaiman sur tout ce qui est Dieu, mythologie, conte, est absolument incroyable. Et donc vous avez voilà, un très très bon comics. Euh, voilà, il y a 4 ou 5 intégrales qui sont sorties. C'est vraiment très très fort. Donc, mais je pense que Sandman, je ferai carrément, et sur Neil Gaiman, une vidéo dédiée, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cet auteur, que voilà, il y a plein de choses qui vont sortir du coup. La série de Netflix est bien produite, les effets spéciaux sont quand même bons, on voit que c'est quand même bien travaillé. L'auteur a beaucoup participé à la série, il est consultant sur la série,
Voilà, je pense que il faudrait que ce soit vraiment renouvelé assez rapidement parce que la série coûte très cher. Mais l'univers de Sandman est très intéressant à suivre absolument. Alors, on va parler des autres séries que j'ai vues. Et puis après, on parlera un peu aussi des films. Au niveau des séries, j'ai vu bien sûr les séries dérivées sur Disney Plus de Star Wars. La suite du Mandalorian que j'avais beaucoup aimé, le livre de Boba Fett, donc une nouvelle franchise, et Kenobi, donc la suite des aventures d'Obi-Wan Kenobi, joué par Ewan McGregor. Le livre de Boba Fett, c'était le personnage repris par l'acteur Temuera Morrison, avec une série où le réalisateur Robert Rodriguez venait aussi réaliser des épisodes. Mandalorian, déjà, ça faisait un peu Boba Fett. On pouvait même un peu confondre les deux personnages. Moi, j'avais beaucoup aimé Mandalorian. L'île de Boba Fett est beaucoup plus inégale. On reprend l'histoire au moment où Boba Fett se retrouve avalé par le Sarlacc dans Le Retour du Jedi. Euh, et on voit la suite, donc c'était plutôt sympa de se retrouver dans le désert, le côté western de Star Wars, moi j'aime beaucoup. Après, les épisodes étaient plutôt inégaux, les épisodes réalisés par Robert Rodriguez souvent étaient plutôt ratés. Et du coup, à un moment donné de la saison du livre de Boba Fett, boum, arrive le Mandalorian, et là on se retrouve plus trop dans la série Boba Fett, mais plutôt dans la série Mandalorian, dans une saison quasiment 2 points et demi. Et du coup, là, ça devient vraiment très très bon et très très prenant pendant plusieurs épisodes. L'histoire vraiment est hyper intéressante et pour ceux qui ont suivi Mandalorian, il faut absolument du coup suivre Boba Fett pour avoir la suite de la saison quasiment. Une série bizarre, un peu étrange, mais que j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à voir. Parce que moi j'aime beaucoup les séries du coup Star Wars de Disney, je trouve qu'elles sont assez réussies. Kenobi, pas la même équipe du coup, au scénario et à la réalisation. Evan McGregor, il est formidable en Obi-Wan Kenobi, il reprend vraiment le rôle, il a vieilli, du coup il fait un Obi-Wan Kenobi un peu plus vieux, un peu dépassé, et donc il est très bon. On a le retour comme grand méchant de Dark Vador et Hayden Christensen, donc ça c'est top. Dark Vador très remonté, très énervé, très puissant. Par contre, j'ai trouvé la réalisation assez plate, et surtout le scénario assez plat. On voit un peu tout ce qui va arriver, il n'y a pas trop de surprises. La relation avec d'Obi-Wan Kenobi avec Leia, enfant, est très très enfantine. La série fait un peu jeunesse du coup. Voilà, j'ai trouvé que c'était au niveau du scénario pas terrible. Et du coup, j'ai moins aimé du coup Kenobi que les séries un peu Mandalorian et Boba Fett un peu plus un petit peu plus côté série B, un peu plus funky. Kenobi c'est assez plat finalement, mais bon, quand même plaisir à retrouver Obi-Wan et Evan McGregor. Il y aura sûrement une saison 2. Ensuite, je me suis plongé dans les Vikings puisque j'ai vu la série Viking Valhalla, dérivée de la série Viking de Michael Hurst. C'est vrai que c'est une série qui peine à exister. En fait, pour moi, Viking, la série de Michael Hurst, qui suivait le destin de Ragnar Lodbrok, puis après de ses descendants, pour moi s'arrêtait au moment de la disparition de Ragnar Lodbrok, qui écrasait la série par son charisme, par son acteur, par son personnage, voilà, qui était absolument extraordinaire. Et après, l'histoire de descendants de Ragnar Lodbrok avait quand même perdu beaucoup d'attrait, mais on suivait quand même des personnages qu'on avait déjà connus, donc on était voilà. Et donc du coup, la série se finissait quand même pas très très bien, pas très très intéressante à la fin. Et Viking Valhalla, finalement, c'est un peu dans le même genre, avec des nouveaux personnages comme Leif Erikson, Freydis, Harald Sigurdsson. On a un peu de mal à s'attacher à ces personnages. Ils sont plusieurs, il y a plusieurs personnages principaux. Finalement, on ne s'attache pas vraiment à un personnage. Par contre, la série a progressé en termes de moyens, les batailles sont plus imposantes, il y a plus de figurants, on sent qu'il y a, voilà, il y a eu de l'argent qui a été mis dans la série, mais ça reste assez moyen quand même moins bon que la fin de Viking à mon avis. Par contre, The Last Kingdom, voilà, The Last Kingdom au départ, elle n'avait pas beaucoup de moyens et puis elle a progressé au fur et à mesure des saisons. Là, on est à la saison 5 et les aventures de Uhtred de Bebenberg, là, ce héros créé par Bernard Cornwell dans ses histoires saxonnes, qui rencontre des personnages historiques de la création de l'Angleterre pendant les invasions vikings.
C'est franchement excellent, les scénarios sont toujours très bons, la série a progressé aussi en termes de budget, et donc du coup, on a toujours un plaisir immense à retrouver Alexander Draymond, l'acteur qui joue Uhtred, dans ses aventures. Le personnage a vieilli, il est hanté par tout ce qu'il a vécu, et franchement, c'est très 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 réussi. À l'heure actuelle, c'est vraiment la meilleure série sur les Vikings. Voilà, Michael Hurst a dit que lui, il aimerait bien retourner dans cet univers-là, donc peut-être qu'il lancera à nouveau une saison. Mais c'est vrai que Ragnar Lodbrok nous manque beaucoup. Si vous aimez tout ce qui est un peu policier, polar, je vous recommande la série du revival de Dexter. Souvent les revivals ne sont pas réussis, mais Dexter New Blood, avec le retour de l'acteur Michael C. Hall dans le rôle de Dexter, et le showrunner Clyde Phillips, ils ont réussi quand même un très beau revival. C'était bien réalisé, l'histoire a été réussie, c'était prenant, avec un nouveau serial killer, des méchants. C'était une très bonne série, j'ai trouvé. Et ils ont réussi le retour de Dexter pour moi, avec une histoire qui est complète, mais qui aura peut-être des suites. Donc franchement, je vous recommande ce revival Dexter qui améliore quand même la fin de la série qui n'était pas très réussie. J'ai aussi vu bien sûr Stranger Things, l'événement Stranger Things, la saison 4. J'avais adoré la saison 3 que je trouvais très bien rythmée, très drôle, très enlevée, avec voilà, beaucoup de qualité des acteurs et puis du scénario. Là, la saison 4, c'est la saison de tous les gigantismes, des doubles épisodes d'une durée de film, voilà, quasiment deux parties, avec un super méchant Vecna qui arrive, un côté plus adulte, plus mature, plus sombre. Voilà, la série est toujours aussi passionnante, il y a beaucoup de moyens, on le voit à l'écran, on le ressent, les acteurs, on a énormément de plaisir à les retrouver, ils ont énormément grandi, le scénario est toujours très bon. Un petit bémol pour moi sur l'histoire qui est très longue sur les adultes, on va dire, les parents qui se retrouvent en Russie, avec Hopper. En Russie, ça dure quand même très longtemps, ça dure quand même toute la saison, et c'est long, c'est long, c'est long, alors que l'histoire des jeunes, des ados, là, est passionnante dans leur duel avec ce terrible adversaire de Vecna. Donc on a hâte de voir la suite, ça va être long, long, long d'attendre. Et donc de toute façon Stranger Things, c'est un peu la Madeleine de Proust de tous les amoureux des années 80, donc on retrouve tout ce qu'on aime. Donc c'est très très bien. Une série qui est passée un peu inaperçue, que je vous recommande, que j'ai dévoré, The Essex Serpent. C'est une adaptation du livre de Sarah Perry. Et donc du coup, ce livre a été adapté en série sur Apple TV. Peut-être pour ça qu'il n'a pas eu trop de publicité, qu'on n'a pas trop entendu parler. C'est 6 épisodes, ça dure une seule saison. Et on a quand même Claire Danes qui joue l'héroïne, Cora et Tom Hiddleston qui joue un pasteur, Clémence Poissy que l'on avait vu dans Harry Potter et Frank Dillon. On se retrouve au début du XXe siècle, des jeunes filles disparaissent dans les sexes, visiblement ce serait peut-être un serpent géant, il y a un mythe, il y a quelque chose autour de ça. Et donc du coup, une jeune veuve maltraitée, jouée par Claire Danes, va s'investir dans cette histoire, essayer de la résoudre, et elle va rencontrer là-bas un pasteur, un vicaire du village, dont elle va tomber amoureuse. Et il y a un véritable triangle amoureux qui se joue entre elle, avec aussi un chirurgien joué par Frank Dillon. Et donc du coup, l'histoire finalement s'intéresse plus à ce personnage de Cora qu'à la résolution de ce mystère, mais franchement il y a une ambiance avec ces brumes et cette sorcellerie, ces personnages voilà, de ce début du XXe siècle. C'est très bien réalisé, très bien joué. Tom Hiddleston, moi j'aime beaucoup cet acteur, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Je vous le recommande. Voilà pour ce que j'avais à vous dire niveau série. Alors bien sûr, il y a des séries que je n'ai pas encore eu le temps de visionner, que je veux voir, comme Westworld. La nouvelle saison apparemment est plutôt réussie, relève un peu le niveau. Ou The Boys, il y a des choses que je n'ai pas fini encore. Et puis aussi pas mal de thrillers à voir. Donc voilà, au niveau des films. Alors les films, j'avais pas mal de choses à dire sur les films. Et puis finalement, enfin, je voulais faire presque une sorte de petite édito en parlant des films, parce que
Je ne sais pas si vous, mais moi, si je me cherche beaucoup dans la mémoire, il y a vraiment très peu de films récents que j'ai appréciés et que j'ai aimés. Il y avait certaines années où je regardais des films, où j'allais au cinéma, et il y avait 5-10 films extraordinaires dans l'année. Là, c'est vrai que ça fait plusieurs années que les films, on n'a plus que des franchises, des préquels, des séquelles, des films de super-héros qui sortent, et finalement peu de films vraiment passionnants d'auteurs avec des très bons scénarios. Et on compte sur les doigts d'une main les films qui nous ont plu. Alors je me disais, mais les films coûtent de plus en plus cher, la technologie n'a jamais été aussi forte, les films sont magnifiquement réalisés, c'est vrai, les images sont vraiment très très belles, mais où sont passés les scénaristes? La plupart des films que l'on voit, ils n'ont pas d'histoire. Alors, qu'est-ce qui fait que les films n'ont plus la cote? Alors je me suis dit, ben, il y a plusieurs raisons. Il y a les séries, bien sûr. L'avènement des séries qui fait que maintenant on a des qualités véritablement cinématographiques de séries, mais sur plusieurs heures. On voit que Stranger Things, ils font des véritables films de 2 heures pour un épisode. Voilà, Ring of Power, c'est véritablement un film magnifique. Voilà, donc, et ces séries développent des personnages sur des centaines d'heures du coup, sur plusieurs saisons. Et c'est vrai que quand on va voir un film au cinéma, et ben, pendant 2 heures, on trouve que les personnages sont survolés et que finalement il n'y a pas de corps à l'histoire. C'était une des raisons que je pouvais évoquer. Aussi le déferlement de ces reboots, séquelles, préquelles, franchises. La volonté à tout va des studios de faire des franchises. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi pénible. Le nombre de films de Marvel, d'action movie, super-héros ou de type John Wick qui ont déferlé, voilà, beaucoup d'action, finalement le lendemain on ne se souvient plus du film. Euh, et puis aussi peut-être les clichés qui sont devenus obligatoires au niveau des réalisations et des studios hollywoodiens, l'obligation de diversité, l'obligation de la famille, de, de- de- de la violence, de certaines choses qui sont voilà, censurées ou obligatoires et qui devient pénible pour les gens qui savent qu'il va y avoir tel personnage, tel et tel type de personnage. Et donc c'est vrai que ça fait cliché et c'est pas agréable, il n'y a pas d'originalité. Et donc du coup, dans tous ces films que j'ai vus qui m'ont énormément déçu, j'ai vu le dernier James Bond et j'ai trouvé que c'était à la fin du film, j'étais presque en colère parce que j'ai trouvé que c'était un massacre du personnage de James Bond. Ouais, de finir l'histoire de Daniel Craig comme ça, pour moi, c'était pas un James Bond et je vois bien ce qu'ont voulu faire les scénaristes en essayant de faire une relation amoureuse à James Bond, voilà, de développer mais c'était pas James Bond, c'était pas ça, c'était pas le personnage et j'ai trouvé que ça aurait pu être une bonne idée, mais c'était raté complètement. Quand je vois maintenant la grande mode, c'est de faire revenir de faire des revivals, alors revival Ghostbusters, l'héritage, revival Scream, revival Star Wars. Donc on fait du neuf avec du vieux et en fait on fait revenir des personnages. Donc dans Ghostbusters l'héritage on fait revenir la vieille équipe du premier Ghostbusters. Dans Scream, le nouveau Scream, on fait revenir les protagonistes du premier Scream. Ou dans Star Wars on fait revenir Han Solo, Luke Skywalker. Donc à chaque fois les personnages on les refait revenir, ils ont vieilli. Donc forcément quand on les voit on se dit ah, ben, ils ont pris un coup de vieux, tout ça. Bon, ça joue un peu sur le côté fan. On se dit, bon, ben, c'est quand même sympa de les revoir. On voit les bandes annonces, on se dit, ah, il y a le retour d'Han Solo, c'est bien, tout ça. Généralement, ces personnages-là, en plus, ils les font mourir. Donc c'est un peu dur pour les fans de voir un personnage qu'ils aiment depuis tellement d'années être tué, parce qu'en plus les studios s'en débarrassent une fois qu'ils les ont fait revenir, parce qu'ils veulent mettre de nouveaux acteurs, souvent qui ont moins de charisme et qui sont moins à la hauteur que les anciens. Donc du coup, bah, ça fonctionne pas. Quand on voit Ghostbusters d'héritage, on revoit le premier et on se dit ben, le premier est largement supérieur. Quand on voit Scream, qui est en plus très mal réalisé, très moche, on revoit le premier, on se dit ben, c'était beaucoup plus inventif, il y avait plein d'idées. Et alors ce qui est étonnant dans Scream d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, puisque c'est toujours le thème du film, le film dans le film, le personnage dit oh, ben maintenant les scénaristes ils ont plus d'idées, ils savent plus quoi faire, ils font n'importe quoi. Mais là, même à l'intérieur du film ils le disent. Donc c'est vrai que c'est incroyable. Euh, et donc du coup, dans le même ordre d'idées, il y a eu le revival de Predator. Bon, c'était encore un film d'action survival qui est pas mal, le Predator. J'ai trouvé que sur Disney+, Prey était bien réalisé. Il a une bonne idée d'aller chez les Indiens
voilà, c'était une bonne idée. Et franchement, le film est plutôt pas mal, mais malgré tout, le lendemain, en regardant le premier Predator, j'ai trouvé largement supérieur immédiatement le premier Predator, alors qu'il y a beaucoup moins de moyens de réalisation, d'image, c'était beaucoup moins beau le vieux Predator, mais c'était beaucoup mieux scénarisé et beaucoup plus prenant. Je ne vous parle pas de Matrix Résurrection ou Jurassic World 3, mais c'est dans la même veine de toutes ces franchises. Top Gun finalement est sorti du lot, il y a eu énormément de succès, mais parce qu'il y a une véritable heure, la dernière heure d'action est incroyable, et le niveau de la réalisation est incroyable, c'est très très bien filmé, c'est incroyable dans les avions, les prises de vue et tout ça, mais si vous prenez la première heure, le scénario est complètement plan-plan, et franchement c'est complètement raté. S'il n'y a pas cette deuxième heure d'action incroyable, c'est une catastrophe aussi. Donc voilà, les scénaristes ne s'en sortent pas. Et quand on voit des franchises comme les Animaux Fantastiques, c'est incroyable. Le premier film encore était plutôt réussi, original. Le deuxième film était déjà très inégal et on disait mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'idées. J.K. Rowling dans ses scénarios. Et là, le troisième, Les Secrets de Dumbledore, on voit bien que ça s'écroule complètement. Il n'y a plus aucune idée. Voilà, déjà, bon, on a le changement de l'interprète de Johnny Depp par Mads Mikkelsen. C'est très compliqué déjà de changer d'acteur et aussi de look de personnage en plein dans la série de films. Mais surtout, dès les premières minutes, dès les premières images, on s'est à plat et on se dit que c'est mal monté ou que le scénario n'est pas bon, mais les chaînes plates s'enchaînent et le scénario alambiqué finalement ne sert à rien. Et on ne peut pas se dire que J.K. Rowling, elle a plus d'idées ou elle a plus de, elle qui fait les scénarios. C'est impossible que J.K. Rowling, qui a créé l'univers tellement extraordinaire d'Harry Potter, n'ait plus d'idées ou n'ait plus rien à dire. Donc qu'est-ce qui se passe qui fait qu'elle n'arrive pas à faire un scénario qui tient la route? Voilà, c'est un vrai mystère pour moi. Mais en tout cas, Les Animaux Fantastiques, le troisième, voilà, ça a tué d'ailleurs la franchise, qui risque même de ne pas avoir de suite, vu le four que ça a fait au box-office. Donc voilà, c'est un peu un mystère. Peut-être aussi le réalisateur David Yates, qui a fait tous ces films, les derniers Harry Potter et Les Animaux Fantastiques. Peut-être il faudrait trouver un nouveau réalisateur. Au début, les Harry Potter changeaient de réalisateur, ce qui permettait de redonner du souffle et un style différent à chaque histoire. Voilà, peut-être que J.K. Rowling a besoin d'être épaulé ou de prendre plus de temps pour trouver des bonnes idées de scénario. Un vrai mystère, voilà, et ça perd tout le monde finalement, c'est dommage. Et donc du coup, même dans l'animation, ça touche quand on voit certains films d'animation comme le dernier Pixar, là, qui alerte rouge, où on voit que ils n'y arrivent plus. Alors que Pixar, c'était un gage de qualité extraordinaire avant, ils ont fait que des grands classiques, c'était hyper original. Et là, Pixar, maintenant, ben, ils font des films très moyens, voire moins bons que ceux de Disney. Et donc, il y a une perte de scénario, d'inventivité. Peut-être lié aussi à tous ces films d'action qui marchent bien, la John Wick. Donc, j'ai vu The Gray Man sur Netflix, voilà, où j'ai vu Nobody aussi avec Bob Odenkirk de Better Call Saul. Voilà, c'est des films où finalement il peut absolument rien arriver aux héros, qui sont absolument invulnérables et qui tue tout le monde à chaque fois, et du coup on peut même pas se projeter sur le héros parce qu'il est absolument invulnérable, et ils zigouillent des tonnes de personnages, et finalement on ne ressent rien pour ce personnage, et donc du coup effectivement c'est bien filmé, c'est de l'action, ça va vite, mais on n'est pas comme dans Piège de cristal où on s'attachait au personnage de John McClane parce qu'il souffrait, il lui arrivait des vraies choses et on sentait qu'il était vulnérable. Là, pas du tout. Voilà. Même Mel Gibson dans Mad Max, il est vulnérable, mais là, ils se sortent de toute situation. Donc, non, non, c'est des films très creux pour moi. Et vous me direz, eh ben, du coup, il n'y a pas beaucoup de films que tu as aimés. Ben, c'est ce que je vous disais en préambule. Finalement, j'ai aimé certains films, comme Déni Cosmique, de Payne de McKay, pardon, de McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Donc ça, j'ai trouvé que c'était original. En plus, c'est dans l'air du temps, avec les réseaux sociaux, les fake news. Voilà, il y avait de l'ironie, de l'humour noir, il y avait une vraie histoire. Et voilà, donc
toucher toute une gamme d'émotions tout en étant très très moderne dans sa réalisation. Donc j'ai trouvé que c'était une vraie réussite, Déni Cosmique. Don't Look Up, ne surtout pas regarder ce qui arrive. J'ai beaucoup aimé Gauvin et le Chevalier Vert, donc The Green Knight. Ça, c'est sur Prime, un film qui est scandaleusement pas sorti dans les salles en France, qui est de David Lowery avec Dev Patel, qui est adapté de la légende du Chevalier Vert. Et donc, cette légende, quand j'étais jeune, je la, je la regardais, j'aimais beaucoup cette histoire du Green Knight, du Chevalier Vert, et qui débarque un jour à la cour des Chevaliers de la Table Ronde avec le roi Arthur, et qui les menace, et Gauvin va lui couper la tête. Et donc du coup, ce chevalier ne meurt pas, et Vert, et dit, eh bien, il faudra que dans un an, il vienne me rendre que ce chevalier prenne lui aussi un coup. Et donc du coup, ce chevalier, Gauvin, va s'y rendre. Et donc dans le film de David Lowery, on est exactement dans ce qu'on ne voit plus maintenant. On est dans une sorte de lenteur hypnotique avec des plans séquences très longs, très lents. On voit un chevalier remonter la route sur son destrier. Voilà, il y a des ambiances de nuit dans les bois, il avance. Et en fait, c'est très lent, c'est presque une méditation. Et du coup, c'est une ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et moi, je suis rentré du coup complètement dans le film. Je l'ai trouvé très 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 bon, très très beau, des images magnifiques et très original. La fin est très étonnante. Mais voilà, c'est une vraie proposition de cinéma. Alors, il y en a qui n'aimeront pas, bien sûr. Mais moi, je vous le recommande chaudement. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Dans le même genre, un peu moyenâgeux, j'ai aussi beaucoup aimé Le Dernier Duel de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck. J'ai trouvé donc cette histoire, en fait, où on a trois points de vue. Le point de vue des deux chevaliers qui sont en train de s'entretuer dans un duel à mort, puisqu'il y en a un des deux qui aurait violé la femme de l'autre. Et donc du coup, on a l'épouse de l'autre. Et donc du coup, on a ces trois points de vue. Donc de chaque chevalier et de l'épouse, et donc du coup voir qui finalement dit la vérité, et on revit les mêmes scènes. C'est Ridley Scott qui filme, donc c'est très beau, c'est très bien fait, les décors, c'est très bien réalisé. Après, c'est un peu alambiqué du coup de revoir trois fois la même histoire côté moyenâgeux, mais c'est quand même une proposition intéressante et originale de cinéma, avec un très bon Adam Driver en acteur. Par contre, Ben Affleck est un peu ridicule en peroxydé, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis, le film que j'ai le plus apprécié, eh bien, c'est Le Sommet des Dieux. Le Sommet des Dieux, c'est un film français d'animation qui est adapté de l'œuvre de Jiro Taniguchi, qui est un très grand mangaka, et Yume Makura Baku, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui est adapté donc en manga et maintenant adapté en film. Voilà, donc c'est un Français, c'est Patrick Imbert qui a fait réaliser ce film, qui est vraiment exceptionnel. Vous pouvez le voir en ce moment sur Canal+. C'est vraiment un film d'animation qui dure 1h30, mais qui est splendide, sur cette histoire de ce grand alpiniste japonais qui s'appelle Abu, qui va être suivi par un journaliste. Il va y avoir une véritable relation qui va se nouer à distance entre ce journaliste et cet alpiniste. Le journaliste, un jour, va croiser au Népal, dans un bar, cet alpiniste. Il va être intrigué par un appareil photo, et cet appareil photo, il va se renseigner, et il s'avérerait que ce serait l'appareil photo qu'avait Mallory quand il a essayé de grimper l'Everest, et qui peut-être prouverait qu'il a réussi à grimper au haut de l'Everest. On n'en sait rien, parce qu'il du coup, il n'a jamais été retrouvé, et les photos n'ont jamais été tirées. Et donc du coup, ce journaliste va se mettre sur la quête de cet alpiniste Abu, et retracer finalement sa vie dans son enquête. Et donc ces personnages qui sont déterminés absolument à aller au bout de leur passion de manière obsessionnelle, c'est superbe. Les dessins de Taniguchi sont vraiment
excellent. On a vraiment, on sent le vertige et c'est très beau, la montagne en noir et blanc. Voilà, il y a vraiment des très belles images. Et il y a 5 tomes du Sommet des Dieux. C'est paru chez Kana. Et voilà, je vous les recommande chaudement. C'est des meilleurs mangas que j'ai lus. Et le film d'animation rend vraiment hommage avec une très belle animation, une très belle musique, une réalisation vraiment. Ils ont réussi à condenser ça en 1h30. Vraiment une réussite totale, le Sommet des Dieux. Et en plus, c'est un français, donc c'est super. Voilà, et donc du coup, pour vous parler de cinéma et de ce qu'il faut éviter de rater, voilà, les Nanar Wars chez Amake Books, le pire contre-attaque, où vous avez, alors là, un livre sur tous les films nanar. En ce moment, c'est un peu le cas de cinéma, donc de tous ces films. Alors, il y a du sous James Bond, du sous King Kong, du sous Dracula avec un cas. Voilà, tous ces films un peu Z, un peu nanar qu'on peut avoir. Et donc, du coup, c'est très drôle. Il y a plein d'affiches, il y a plein d'anecdotes de tournage. Voilà, le sous Hulk dans tous les pays où ils ont essayé de faire des fois avec des petits moyens des films. Voilà, les James Bond 303, c'est pas 007, c'est 303. Donc du coup, voilà, chez Amake Books, Nanar War, 25 euros, un livre sympa. Et puis aussi, pour avoir des regrets, les 50 meilleurs films que vous ne verrez jamais, de Joshua Hull. C'est chez Huggin and Munin. Ça coûte 25 euros à peu près. Et là, c'est tous les films. Le Alien 5 de Nate Blomkamp, par exemple, sur lequel on a pas mal fantasmé. Le Batman de Schumacher qui n'est pas sorti. Un Peter Jackson sur les griffes de la nuit. Les montagnes hallucinées de Del Toro. Il aurait été tellement bien avec Tom Cruise. Un Fincher, voilà, qui n'est pas sorti non plus. Des grands réalisateurs. Voilà, on pourrait parler du Napoléon de Kubrick, voilà, Old Boy par Steven Spielberg, de Justice League de George Miller. Donc ouais, plein de films qui auraient pu avoir lieu. Hein. Alors, des fois, il vaut mieux qu'il n'ait pas eu lieu. Hein. Il devait y avoir un Seigneur des Anneaux avec les Beatles. Donc voilà pour cette vidéo sur les films et les séries. J'espère qu'elle vous a intéressé. Alors bien sûr, là c'est le moment de donner votre avis dans les commentaires et puis de me dire, ben voilà, moi j'ai vu ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé ça. Voilà, je suis d'accord avec toi sur certaines choses, pas d'accord avec d'autres. Donc voilà, moi je vous ai donné un peu mon avis en gros sur ce qui a pu sortir ces derniers mois et ce que j'ai vu. Et puis bien sûr, il y a plein de choses que j'ai pas encore vues, que je vais continuer à regarder. Et puis du coup, on reparlera de tout ça, en particulier dans le bilan de fin d'année en décembre, où je vous donnerai mon top 5 des séries et mon top 5 des films vus cette saison. Voilà, là il y a déjà des candidats qui sont bien déclarés. Voilà, j'étais content de vous parler un peu de tout ça. Et puis, j'espère que j'ai pas été trop long. Et bravo à ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Contre Pop Culture. Au revoir.